Bonjour, je suis David Coghill. Je suis pédopsychiatre et professeur à l'Université de Melbourne en Australie. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec des enfants et des jeunes adultes qui ont un TDAH et c'est un vrai plaisir d'intervenir dans ce MOOC. Il existe de nombreux mythes sur le TDAH, en particulier sur les psychostimulants que nous utilisons pour traiter le TDAH. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 4 de ces mythes et ce que la recherche dit à leur sujet. Le premier mythe dont j'aimerais parler est que la médication du TDAH créerait une addiction et augmenterait le risque d'abus de substances. Pour ce qui est de la première partie, il n'y a aucune preuve que les médicaments pour le TDAH créent une addiction. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est qu'il n'y a pas non plus de preuves suggérant qu'ils augmentent le risque d'abus de substances. Au contraire, alors que le TDAH lui-même augmente le risque d'abus et d'utilisation de drogues, non seulement les drogues illégales de rue, mais aussi l'alcool et la nicotine, il est maintenant clair que le traitement du TDAH par des médicaments diminue ce risque plutôt qu'il ne l'augmente. Cela ne veut pas dire que les médicaments pour le TDAH, en particulier les psychostimulants, ne sont jamais mal utilisés. Ils peuvent l'être. Cependant, d'après mon expérience, lorsque cela se produit, c'est généralement quand les gens les utilisent comme des stimulants cognitifs pour tenter d'augmenter leur productivité au travail ou dans leurs études, et non pas lorsqu'ils les utilisent comme des drogues pour faire la fête. Un autre mythe courant est que la médication pour le TDAH va changer la personnalité d'une personne. Ici, la vérité est peut-être un peu plus compliquée. Il est vrai que vous pouvez devenir une personne quelque peu différente lorsque le TDAH est traité efficacement. Les changements que nous observons sont ceux que nous visons. Une meilleure concentration, une motivation accrue, des comportements moins impulsifs et souvent une meilleure gestion des émotions. Donc oui, les médicaments pour le TDAH changent en ce sens qui vous êtes, mais ils le font en améliorant ces aspects du fonctionnement qui étaient auparavant difficiles et qui font partie du diagnostic. Je pense que cela est très différent d'un changement de personnalité. Cependant, il arrive que des parents viennent me voir et me disent « Pourquoi mon enfant est-il si calme? Vous avez changé sa personnalité ?» Lorsque nous explorons cette question et que nous creusons un peu plus, nous constatons presque toujours que leur enfant, qui était auparavant très exubérant, avait des difficultés à se concentrer et était souvent assez perturbateur, se comporte maintenant comme un enfant au développement typique sans TDAH. Cette constatation est assez étrange pour les parents et c'est un point dont je discute toujours avant de commencer le traitement. Mais c'est en réalité aussi une preuve de l'efficacité des médicaments pour le TDAH. Bien que je mette régulièrement en garde les parents et les patients à ce sujet, il est aussi important de veiller à ne pas surestimer les effets du traitement, car certaines personnes peuvent être très déçues si le premier médicament qu'elles essayent n'est pas aussi efficace qu'elles l'espéraient. Une autre préoccupation que les parents et les patients soulèvent souvent est qu'ils ont entendu dire que les médicaments pour le TDAH pouvaient modifier la structure de votre cerveau. À nouveau, c'est une question intéressante, car certaines données suggèrent qu'il existe effectivement des différences entre les cerveaux des enfants et des adolescents avec un TDAH qui ont pris des médicaments pour le TDAH et ceux qui n'en ont pas pris. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le cerveau des enfants qui ont pris des médicaments pour le TDAH ressemble davantage au cerveau des enfants et des adolescents avec un développement typique comparé à celui des personnes atteintes du TDAH qui n'ont jamais pris de médicaments. Il n'est pas possible à partir de ces données de prouver que c'est le médicament qui a conduit à une trajectoire de développement plus normale. Mais il n'y a certainement aucune preuve que la médication pour le TDAH interagit de manière négative avec le développement du cerveau.
Néanmoins, il est également important de noter que, bien que les médicaments pour le TDAH se soient révélés très efficaces pour réduire les symptômes du TDAH, ces effets ne durent que tant que vous continuez à prendre le médicament, et pour les psychostimulants, ces effets disparaissent à la fin de chaque journée. En d'autres termes, ils ne constituent pas un remède au TDAH. Il semblerait donc qu'au niveau fonctionnel au moins, les effets de ces médicaments soient temporaires et que les changements dans le développement du cerveau ne soient pas associés à une augmentation des taux de rémission. Certains opposants aux médicaments pour le TDAH affirment que le fait que la médication réduise les symptômes mais ne change pas l'évolution du trouble est un argument pour expliquer pourquoi nous ne devrions pas les prescrire. Mais je pense qu'il est important de se rappeler qu'il en va de même pour de nombreux autres médicaments en médecine somatique. Par exemple, nous disposons de médicaments très efficaces pour contrôler la glycémie dans le diabète, la pression artérielle dans l'hypertension, mais aucun d'entre eux ne guérit réellement le trouble sous-jacent. Ce qui est important, c'est la preuve qui émerge maintenant des grandes bases de données populationnelles que les personnes atteintes de TDAH qui sont traitées avec des médicaments ont des résultats beaucoup plus positifs parmi un large éventail d'expériences clés de la vie. Par exemple, ils ont de meilleurs résultats scolaires, de meilleures opportunités d'emploi, une réduction du nombre d'accidents, moins de délinquance et, comme nous l'avons déjà dit, une réduction des problèmes d'alcool et de drogue. Le dernier mythe dont j'aimerais discuter est la critique selon laquelle les médecins utilisent la médication pour le TDAH à la place d'une éducation adéquate sur le TDAH ou de pratiques parentales de bonne qualité. Je pense que c'est vraiment important car, comme on dit en anglais, les pilules ne font pas les compétences. Du point de vue de l'éducation du patient, le médicament en lui-même ne vous apprend rien et ne remplace pas une bonne éducation au sujet du trouble. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est mettre quelqu'un dans une position qui lui permet d'utiliser plus efficacement les opportunités d'éducation disponibles. Du point de vue parental, le traitement des symptômes fondamentaux du TDAH chez un enfant peut réellement réduire les niveaux de stress à la maison et donner aux parents l'espace dont ils ont besoin pour optimiser leurs attitudes parentales tout en mettant l'enfant dans une position où il peut prendre en compte cette bonne approche parentale et gérer ses propres comportements. Il existe maintenant des preuves scientifiques de bonne qualité qui montrent que les personnes avec un TDAH, tout au long de leur vie, réussissent mieux dans leurs études, dans leur travail et dans leurs relations sociales lorsqu'elles prennent des médicaments pour le TDAH comparé à lorsqu'elles n'en prennent pas. Pour moi, un des messages les plus importants à partager avec une personne qui a un TDAH et qui s'est améliorée avec une médication, c'est de lui rappeler à elle ainsi qu'à son entourage que c'est elle qui a apporté des changements dans sa vie et qui a amélioré sa situation. Ce n'est pas la médication. Cette dernière l'a peut-être aidée, mais c'est elle qui a fourni l'essentiel du travail. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre les réalités derrière ces mythes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce que disent les études scientifiques sur les fondements neurobiologiques du TDAH.